vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et vous êtes professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et vous êtes également professeur associé à l'École des Mines. Et relié à la chaire de philosophie, enfin titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Vos publications sont très nombreuses et j'évoquais rapidement le traité du Verstollen dont vous allez certainement nous reparler. Et cet ouvrage, cette charte, a donné lieu au jardin que je vous invite tous à revenir voir à partir du 5 mai, puisque l'inauguration du Festival des Jardins sur la thématique du jardin résilient aura lieu le 5 mai. Voilà, je passe la parole à Cynthia qui va vous parler de soins et de nature. Donc effectivement, on va voir ensemble, on a une première partie avec des éclairages philosophiques, psychanalytiques et éthiques sur le rapport nature et soins. Quelques références, voilà tout ce qu'on fait. Aussi ensuite, comment on traite de cette question à la chaire de philosophie du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, parce que c'est un des grands axes qui est développé, la nature dans le rétablissement de la santé physique, mais plus spécifiquement la santé mentale. Et puis un dernier temps, effectivement, sur la charte du Verstollen. Qu'est-ce que c'est que cette charte et comment elle trouvera une incarnation dans le jardin du Verstollen qui sera là donc à partir du 5 mai. Alors, c'est d'abord un champ de recherche interdisciplinaire. Je vous passe rapidement, mais c'est ce qu'on va voir un peu, voilà, les choses. D'abord, la nature en philosophie, c'est depuis la nuit des temps, si j'ose dire, puisqu'on a une historiographie très, très, très importante du concept de nature qu'on pourrait reprendre ici, mais ça ferait l'intégralité même au-delà de notre moment. Donc, simplement, voilà, c'est pas du tout la même chose de définir la nature dans son modèle antique jusqu'à aujourd'hui, dans son modèle postmoderne, anthropocénique, et on va voir, nous on va de manière très très panoramique comme ça voir l'amplitude de ce concept-là. Nous, plus spécifiquement à la chaire, c'est pour ça que je voulais noter, nous sommes des enfants de ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est dès les années 40 et même un peu avant, avec un temps très 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 important dans les années 70. C'est Tosquelles dans les années 40, Saint-Alban, c'est Houry, Laborde dans les années 70, mais plus globalement, c'est tout ce qui est venu rénover de manière très très forte la psychiatrie et travailler sur ce qu'on appelle l'institution, entre guillemets, le soin de l'institution, d'où la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire de considérer en gros qu'il faut d'abord soigner les soignants et soigner l'hôpital avant que toute cette machine-là puisse soigner. En tout cas, de se poser immédiatement la question du soin et du contenant de ce soin. Et donc, c'est des techniques, des protocoles particuliers pour faire vivre une institution différemment. Et on est des enfants de ça parce que nous, à la chaire, on fait de la psychothérapie institutionnelle avec d'autres types de méthodes, mais c'est vrai que les grands lieux de la psychothérapie institutionnelle, prenons par exemple Laborde, l'hôpital psychiatrique de Laborde, si vous regardez Laborde, ça a été d'abord créé avec les artistes, les surréalistes, etc. Et c'est des premiers grands ouverts. C'est pour ça que j'ai mis les premiers ouverts, c'est-à-dire que c'était ces premiers temps où, au lieu d'enfermer les malades, on ouvrait, la possibilité, bien évidemment, d'avoir des gens de l'extérieur qui viennent, la possibilité d'avoir un marché, d'avoir ça s'appelait pas de la permaculture, mais des potagers, etc. Donc de faire vivre l'hôpital psychiatrique comme une entité qui n'est pas cloisonnée, une prison, etc. Et aujourd'hui, on a bien évidemment des héritiers de cela. C'est ce qu'on est à la chaire. On a beaucoup de travaux, bien sûr, sur la place de la nature de plus en plus dans la résilience de la santé mentale, pour plein de raisons, avec des indicateurs assez fournis aujourd'hui, avec une tolérance à l'angoisse, avec le fait que, par exemple, ce qu'on appelle la variation des seuils nociceptifs de la douleur, c'est-à-dire que plus vous êtes en contact avec la nature, plus vous allez faire varier votre rapport à la douleur. Donc ça permet, donc on a aujourd'hui des belles des états de l'art, des revues de littérature assez fournies sur cela.
Bien évidemment, aujourd'hui, la grande question sans cesse, c'est par exemple les facteurs environnementaux dans les maladies chroniques. Donc là, je vous passe comme ça des grands sujets qui attrapent cette question de nature et soins, et à chaque fois avec des pans entiers et quantité de champs disciplinaires qui sont différents, puisque vous allez avoir des géographes de la santé, vous allez avoir des psychiatres, vous allez avoir des psychologues environnementaux, mais vous allez avoir bien sûr des épidémiologues, enfin vous voyez, donc c'est vraiment beaucoup de variations comme ça disciplinaires. La question de l'anthropocène, on ne va pas le redire, mais Covid-19 c'est une zoonose, donc on est directement au cœur de la transformation des habitats naturels avec une accélération des agents pathogènes, etc., et puis des transmissions homme-animal. Donc toutes les questions résultats demain de ce qu'on peut appeler des risques systémiques éco-sanitaires. Et nous, à la chaire, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les vulnérabilités systémiques. D'où le fait justement je passe, mais je vous en dirai un mot, des cartographies, etc. La question aujourd'hui de plus en plus des care commons, mais qui sont souvent des communs du soin, mais dans ces communs du soin, il y a souvent une part liée à la nature, parce que c'est des tiers-lieux de soins et des tiers-lieux de nature ou de forêt, etc. Donc on a ces nouveaux lieux hybrides qui de plus en plus se constituent et qui sont, je pense, très 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 prolifiques pour produire et pour comprendre ce qu'est une expérience de nature. Voilà, et puis je vous ai listé des petites références comme ça, vous voyez un petit peu thérapie assistée par la nature, revue systématique des études contrôlées. Alors, je vous renvoie à chaire de philosophie, les publications de la chaire de philosophie, et vous avez une note qui a été vraiment faite sur tout, voilà, qui a recensé les lieux, notamment en France, un peu à l'étranger aussi, mais notamment en France, de tous ces lieux qui sont constitués autour de ce binôme nature et soins. Et donc, bien sûr, la question des jardins hospitaliers, etc. Et c'est Loïs Giraud, directeur d'hôpital, et puis aussi doctorant sur ces questions-là, qui a fait cet état de l'art à la chaire de philosophie. Par exemple, là, ici, on a un article qui renvoie à comment la richesse des espèces, donc tout ce qui est diversité biologique, est directement lié à, justement, un rétablissement de la santé mentale. Et donc, ça, c'était une étude qui avait été faite en Allemagne, vous voyez, assez récente, mais vous avez quantité d'études comme ça sur les effets bénéfiques de la nature pour la santé mentale, la nature qui influence positivement de multiples aspects de la santé mentale, l'aide à la restauration psychique, l'aide bien sûr tout le PTSD, donc le stress post-traumatique disorder, et puis je vous l'ai dit également, beaucoup d'aides sur le compulsionnel, sur les TOC, etc., sur les addictions. Donc on a quand même de plus en plus d'evidence-based médecine qui montre la nécessité comme ça de travailler avec ces apports de la biodiversité pour aider à favoriser la santé en règle générale. Vous voyez, la diversité des espèces pourrait être une caractéristique de la nature salutogène, donc celle qui favorise la santé, et puis des études de plus en plus épidémiaux sur les relations entre biodiversité et santé humaine. Là aussi, des petites références où on voit aussi de plus en plus un usage à la fois métaphorique. Donc là, par exemple, c'est plutôt les neurologues qui travaillent sur la plasticité neuronale et qui, de plus en plus, travaillent sur la question du cerveau comme un jardin. Et donc qui propose un autre champ. Là, vous l'avez, par exemple, imagerie médicale.
métaphore jardinière. Qu'est-ce que ça veut dire métaphore jardinière? Ça veut dire de penser les réseaux neuronaux qui s'adaptent et se façonnent tout le temps que dure la vie. Plasticité est en réalité un art de jardinier, au sens où les cellules microgliales se glissent entre nos réseaux neuronaux, arrachent, déracinent les connexions inopérantes et les cellules endommagées. Donc on a un cerveau jardinier qui fonctionne comme ça et qui vire, comme on virerait les mauvaises herbes, les connexions défaillantes, et puis repousse, se redéploie d'autres types de connexions. Et comment, bien évidemment, on ne va pas faire notre Candide ici, mais il faut cultiver son jardin, et donc cultiver aussi son cerveau. Mais on a de plus en plus comme ça d'auteurs qui travaillent, je pense à Nakache notamment, mais d'autres, Il semblerait que chacune d'entre elles s'occupe de sa propre parcelle du territoire neuronal, comme de vraies jardinières. Elles ne se contentent pas d'arracher et de nettoyer, elles aident aussi les neurones et les synapses à pousser. Ce processus qui porte le nom de neurogénèse est assisté par une protéine, etc., etc. Donc je vous ai mis des choses là-dessus. Et puis également, les jardins, je vous invite à les regarder parce qu'ils sont absolument splendides. Ils font partie sans doute des plus beaux jardins liés à un hôpital psychiatrique. C'est Sue Stuart Smith, qui est un un grand psychiatre actuel et qui a beaucoup écrit là-dessus. Sur le fait de renouer avec la nature dans le monde moderne et de voir comment on peut vraiment, dans les protocoles de soins psychiatriques, intégrer des protocoles liés à la nature. Et il a notamment, dans le Hertfordshire, tapé Barn Garden, et vous allez voir, ce n'est pas Chaumont, mais quand même, ça dialogue vraiment de manière très honorifique avec cela. C'est absolument splendide. Et là, tout le monde travaille vraiment. C'est bien sûr les patients, mais les soignants, etc. C'est tout un grand... C'est tout un grand lieu qui est dédié à cette fonction thérapeutique du jardin et de la nature. Donc de plus en plus d'hôpitaux s'adonnent à la création de jardins thérapeutiques. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Le rappel aussi, il y a beaucoup d'études sur l'espace protégé du jardin comme étant un lieu transitionnel, très particulier à la fois dedans et dehors, puisque c'est ça une des spécificités du jardin, c'est-à-dire comme si c'était un lieu transitionnel entre, et c'est ce qu'on a d'ailleurs essayé de faire avec Antoine sur le Verstollen, un lieu qui nous permet d'être une passerelle vers le dehors, vers hors de soi, et en même temps, comme c'est un jardin, c'est quelque chose de clos, c'est quelque chose qui est phorique au sens de foreign, le grec, ça nous porte, ça nous enveloppe, et c'est pour ça qu'on a toujours eu dans la littérature scientifique ou dans la littérature, des humanités plus classiques, le jardin comme grande métaphore de cet espace transitionnel et cet espace résilient de façon structurelle. L'idée que l'on cultive, on l'a dit tout à l'heure, l'âme également comme un jardin qui remonte à l'Antiquité. Là aussi, les apports du jardin thérapeutique, le principe de la viriditas, alors il y a beaucoup aussi de travaux là-dessus sur tous les apports de la philosophie plus vitaliste et qui renvoient à cela, et puis le caractère plus évolutionniste. Voilà, nous sommes une espèce issue de la prairie. En psychanalyse, on travaille beaucoup aussi avec tout ce qui concerne la nature. Mon Dieu, alors ça commence avec l'océanique, pour ceux qui connaissent Thalassa, exactement. D'ailleurs, c'est comme ça la tendance régressive thalassale, c'est comme ça que Ferenczi donc 1919, Romain Rolland 1924, et puis repris bien sûr par Freud ensuite. Qu'est-ce que c'est que l'océanique ? Chez ces trois auteurs, ce serait ce sentiment, bien sûr, hors de tout credo, mais en fait, c'est le fait que nous nous sentons connectés à autre chose que nous-mêmes. Et alors, avec le fait que sentiment océanique, alors c'est très utérin, bien sûr, ça nous renvoie à la vie utérine, mais ça nous renvoie aussi à quelque chose que l'on ne peut pas nommer.
et qui est mystérieux et on ne sait pas, mais chez les psychanalystes, voilà, nous sommes issus, l'être humain et la vie élémentaire, il y a, vous voyez, les débuts terrestres de la vie organique et de la vie humaine, ce qui est la vérité de la théorie de l'évolution, mais ce qui est également porté de manière généalogique très très forte par la psychanalyse. Et donc, ce sentiment océanique qui nous constitue. Et toute la question est de savoir comment on le fait vivre, comment on le refoule, comment parfois il peut emmener vers effectivement des tendances régressives, ou au contraire, comment il peut être l'en-deçà de ce que Freud appellera plus tard la sublimation. Parce que c'est aussi quelque chose qui est essentiel, vous voyez, une aptitude ou non à la sublimation, à la symbolisation qui se niche dans ce sentiment océanique de faire un, tout simplement, de faire un avec autre chose que soi. Mais ça veut dire aussi qu'on est conscient qu'on est manquant et qu'on ne fait pas un seul. Bien évidemment, la nature dans les rêves, c'est immense. Donc, quand vous rêvez de la nature... premier grand partenaire de jeu de l'inconscient, la nature. Ça, vous pouvez être sûr que l'inconscient s'exprime énormément par le fait de faire surgir un fleuve qui n'a strictement rien à faire ici, la falaise, combien d'entre nous marchons sur des falaises la nuit alors que dans la vraie vie, nada, tu nous fais pas marcher à 1 centimètre de ça, mais la nuit, dans les espaces nocturnes, mon Dieu, il y a la falaise, il y a l'océan, il y a le fait de se noyer, enfin vous connaissez tous ça parce que ça dit quelque chose bien évidemment, notre psychisme, notre vie intime s'exprime en venant, en sollicitant les éléments naturels, les animaux, beaucoup, la nuit. Donc ça, vraiment, je ne sais pas si un jour vous allez dédier à ces conversations sous l'arbre vraiment les rêves et la nature, parce que c'est quand même assez énorme. Et Dieu sait si les jardins viennent aussi la nuit, nous refaire vivre un lien avec l'Éden, avec plein de choses comme ça. Il y a des animaux totémiques, voilà, le serpent, l'araignée, etc. Je ne sais pas, le cheval, enfin bref, je ne sais pas quels sont vos rêves, mais chaque fois, fondamentalement, il y a un travail herméneutique, d'interprétation absolument conséquent. Et c'est ça qui est assez génial avec le langage de l'inconscient. L'inconscient qui est en un nom je trouve, qui n'aide pas toujours à bien comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire un état modifié de la conscience. Parce que c'est ça l'inconscient, c'est une autre manière d'accéder à notre conscience dont nous n'avons pas conscience au moment d'eux. Donc c'est quelque chose de très très véridique, ça existe, ça nous constitue, et c'est vrai que c'est un géomètre, l'inconscient, absolument assez extraordinaire, parce que ça rénove totalement différemment l'espace-temps. Vous pouvez faire coexister l'enfance, la mort, les différents temps, le généalogique, mais aussi des espaces qui s'emboîtent comme ça, et ça dit la réalité de votre vie émotionnelle aussi à un instant T. Donc c'est vraiment très 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 précieux pour comprendre souvent des symptômes qu'on a et qui viennent se dire différemment dans le langage de l'inconscient quand le senseur n'est pas tout à fait au même endroit. Nature et culture, ça a construit toutes les grandes chimères, et puis Bachelard et autres avec une symbolisation de la poétique matérielle. Je passe, parce que si vous voulez, c'est plus pour vous donner l'envie d'aller regarder ici ou là. Là, alors, c'est le grand temps d'aujourd'hui. Je pense qu'on a redécouvert de manière très, très, très forte la nature ces dernières années avec la question anthropocénique et avec la question du fait que les ressources naturelles étaient périssables. L'accès à ces ressources-là dans un contrat social un peu protecteur, c'était assez remis en cause, et ça va être notre histoire demain. Et là, je vous ai listé tous ceux qui travaillent beaucoup là-dessus. Ça va des Earth System Science, donc c'est tout ce qui concerne les sciences de la Terre,
hein, et qui nous montre que le système Terre, c'est quoi? C'est cet immense ensemble des êtres vivants, tous reliés et qui peuvent se penser effectivement comme une sorte de super-organisme, en tout cas de système physiologique dynamique totalement interconnecté. Ça a des noms parfois un peu poétiques, mais qui en fait racontent cela. On va parler du système Terre, mais un homme comme Bruno Latour parlait même de Gaïa. Lovelock a fait un livre qui s'appelle l'hypothèse Gaïa. Donc voilà, aujourd'hui on ratifie scientifiquement une intuition qui a été longtemps pensée par les philosophes, des stoïciens à Teilhard de Chardin, et puis bien évidemment les différents scientifiques qui sont Kepler, Lamarck, etc. Et aujourd'hui, très clairement, on travaille, je l'ai mis ici, Lovelock par exemple, qui définit l'atmosphère comme une extension dynamique de la biosphère elle-même, non pas un fait biologique séparé, mais comme la continuité de la biosphère. Imaginons, nous dit-il, un oiseau. L'atmosphère serait comme les plumes de cet oiseau, une extension d'un système vivant conçu pour préserver un environnement choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis un très grand défenseur de ce qu'on appelle l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire que la philosophie politique et la philosophie morale qui sont les miennes et dans laquelle je m'inscris défendent la fiction de l'individu. Je dis bien la fiction parce que, de fait, c'en est une. Il n'y a pas, nous avons des individus, mais en fait, c'est nous qui construisons ces lignes de partage et la réalité est bien plus poreuse. En fait, si vous mettez simplement un individu, il ne s'auto-porte pas. Quand on parle d'un individu, nécessairement, on parle d'un milieu autour qui va permettre l'éclosion de cet individu au sens qui nous intéresse, c'est-à-dire un principe d'individuation digne de ce nom, un sentiment de pouvoir faire sujet. On ne peut pas faire sujet n'importe où, n'importe comment. Donc on voit très très bien que voilà, l'individu au sens réel, théorique, individu, clôture, fermeture, un tout, monade, comme disait Leibniz, sans porte ni fenêtre, nada, ça n'existe pas. Nous ne sommes qu'un univers troué de toutes parts et traversé comme ça par les éléments naturels et la manière dont nous faisons relations, milieux, etc. Donc, un des premiers à avoir bien sûr anticipé toutes ces sciences du système Terre, c'est bien sûr Vernadsky, que vous voyez, donc penseur du début du XXe, qui a forgé le concept de biosphère de façon résolument dynamique, et en inscrivant la lithosphère, l'atmosphère, la biosphère, la noosphère, la technosphère, etc., etc. Donc, philosophie et nature, toute la question de l'anthropocène, et aujourd'hui qui est portée par quantité d'auteurs, professeur au Collège de France bien connu, Descola, qui est sans doute celui qui a participé à rénover de manière très très forte le rapport entre nature et culture. Pour le rappeler rapidement, il définit 4 grandes ontologies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, sur toute la Terre, les humains organisent le rapport nature-culture essentiellement autour de 4 grandes manières de penser ce rapport nature et culture. Je les nomme rapidement: l'analogisme, le totémisme, je vais les définir, l'animisme et le naturalisme. Et en gros, vous avez, dit-il, dans tous ces systèmes, ce qu'on appelle la continuité ou la discontinuité des âmes et des corps. Alors nous, par exemple, le système dit occidental, dit de Descola, c'est du naturalisme, c'est-à-dire c'est de la théorie de l'évolution, donc c'est une continuité des corps. C'est-à-dire que oui, au niveau de l'ADN, etc., on partage beaucoup de choses avec le chimpanzé, le machin, le moustique, le que sais-je, etc. Donc il y a une continuité des corps, il y a une discontinuité des âmes. En tout cas, c'est comme ça que se propose le système occidental. Vous prenez l'animisme, vous allez plutôt avoir une continuité des âmes et une discontinuité des corps. Vous prenez le totémisme, vous avez une continuité des âmes et une continuité des corps. Vous êtes un individu loup.
bon, etc., etc. Donc il fait des typologies comme ça sur toute la cartographie terrestre en disant, ben voilà, telle ou telle société va plutôt faire vivre ce rapport nature-culture de telle ou telle façon, sachant que c'est bien sûr bien plus riche après à l'intérieur de l'intérieur, mais déjà ces 4 grands axes qui nous permet déjà si vous voulez, de ne pas croire que le naturalisme, qui est notre manière de vivre le rapport à la nature, est, comment dire, la seule et unique version des choses. Il y en a quantité d'autres. Autre point, je vous ai mis aussi, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans ces enfants de l'éthique environnementale, Aldo Leopold ou du wilderness, etc. Mais prenons l'éthique de la terre, Aldo Leopold, grand forestier, etc., du début du XXe, et qui justement va redéfinir la définition d'une communauté, en disant qu'est-ce que c'est qu'une communauté politique. C'est pas simplement le rapport des morts avec les vivants, hein, c'est pas simplement le rapport des vivants entre eux, bien sûr, c'est d'abord ça, la communauté politique, mais il faut le dire et le redire, la communauté politique s'édifie parce qu'elle fait un lien avec ce qui précède et ce qui suit, et donc aussi avec la manière dont on produit un soin aux morts, mais Aldo Leopold rajoute, c'est aussi un lien politique essentiel avec la terre, avec les sols, avec les rivières, etc. Et donc ça rentre dans la communauté politique. Quand il le dit au début du XXe, ça paraît un peu poétique. Aujourd'hui, avec tout le grand phénomène de la constitutionnalisation du vivant, c'est-à-dire qu'on donne des personnalités juridiques, des personnalités morales à des fleuves, à des rivières, à des forêts, à des montagnes, etc. Hein, et avec tout ce qu'on appelle la représentation politique du vivant, nous, on l'entend de façon plus évidente, mais depuis la nuit des temps, bien évidemment, c'est essentiel. Et Wilson, qui travaille sur la biophilie, pour rappeler tout simplement que un rapport à soi, où vous prenez Arne Næss, hein, sur la wilderness, ça c'est de rappeler tout simplement que de soi à soi, pour produire un rapport de soi à soi digne de ce nom, heureux, épanouissant, etc., il faut un viatique qui est aussi celui de la nature, en tout cas d'un rapport à ce qui nous environne. Voilà, et pas simplement que de l'intersujet. Non. C'est pas que de l'intersujet. Bien sûr, je construis mon sujet grâce aux autres sujets, donc c'est intersubjectif, mais je construis bien sûr le sujet que je suis avec un rapport au milieu du vivant, et ça me constitue, etc., etc. Bon. Donc, différents auteurs, voilà, que je vous ai mis ici, qui travaillent sur ça, et les notions d'ambiance, voilà, comment on crée un lieu qui vient nous porter, nous donner un sentiment comme ça plus capacitaire de nous-mêmes. Voilà. Et puis également, de plus en plus, là aussi, le côté éthique scientifique et nature. On a de plus en plus de chercheurs qui demandent à la science de faire sa transition écologique, responsable, c'est-à-dire en gros d'interroger les externalités négatives des objets de recherche. Donc, en somme, non, on ne peut pas d'emblée on s'intéresse à tel objet de recherche, mais on vérifie si s'intéresser à tel objet de recherche, ça va faire porter sur la nature tel ou tel coût. Et à ce moment-là, peut-être arbitrer pour produire voilà, une science plus responsable sur ces objets de recherche. Bien sûr, il y a la question de l'éthique animale avec tout l'univers des cobayes, etc., etc. Mais voilà, ça aussi, vous voyez de plus en plus cette obligation éthique de prendre en compte aussi le rapport bénéfice-risque lié à leurs travaux, mais notamment sur le fait que quels sont les préjudices encourus sur la nature insérée bien évidemment dans le contrat social humain. C'est-à-dire, pour le dire vite, il n'y a pas de contrat social in abstracto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, contrat social, c'est-à-dire essayons d'amener un peu de liberté, d'égalité, un peu de fraternité si on reprend notre photon. En fait, c'est possible que si
on est sûr d'avoir un petit milieu autour qui nous permet d'assurer un accès équitable aux besoins vitaux, etc., etc. Donc, le contrat social, derrière le contrat social, comme disait Michel Serres, il y a un contrat naturel. Il y a un rapport très, très direct à ce que nous donne notre milieu, et ensuite, on peut produire une justice sociale, mais justice sociale, justice environnementale, en fait, c'est un même mot. Et encore une fois, c'est tous les thèmes d'aujourd'hui. Des lieux en France et dans le monde, vous voyez, alors là, vraiment très localisés, lieux de soins qui ont fait du jardin un élément assez important. Il y a la Salpêtre, bien sûr. Très souvent, hein, le jardin est utilisé dans la clinique autistique. Mais vous voyez les jardins des vents à Castelnaudary aussi, où il y a vraiment des très très importants et qui en plus est mutualisé à la fois pour l'hôpital, l'EHPAD, le foyer pour handicap, etc. Vous en avez un peu voilà, à Saint-Lô, avec parfois des plantes aromatiques ou pas, un jardin des simples, parfois non, enfin bref, voilà, quantité de jardins comme parcours de santé, des jardins qui sont utilisés aussi dans la clinique Alzheimer, enfin de plus en plus comme ça, d'éléments dans les jardins potagers, bien sûr, des jardins qui peuvent être dédiés à la clinique du burn-out des soignants. Et donc, ils s'inscrivent dans un protocole de suivre le jardin. Voilà, donc ça, je vous ai mis différents points comme ça de lieux de plus en plus qui marchent avec. Et puis, bien sûr, on connaît les bains de forêt qui sont de plus en plus, déployés comme des bains de mer, comme des bains de soleil, etc. On a beaucoup de travaux, bien sûr, sur la connexion visuelle. Et on voit, par exemple, je ne les ai pas mis ici, mais des travaux sur qui récupère plus vite après une opération, suivant qu'il a eu ou pas accès au jardin, à la vue sur le jardin, à la lumière, à l'accès à la lumière naturelle. On a flopé d'études qui démontrent qu'on divise par 2, par 3, par 4 le temps de récupération. Donc c'est pas rien, c'est vraiment, sans parler bien évidemment du bien-être des soignants, qui est pas neutre dans cette histoire-là. Donc une réduction très forte de la symptomatologie en schizophrénie mais ailleurs, etc. Orthithérapie et psychiatrie, quelques références. Et voilà, alors bien sûr, c'est très compliqué encore de trouver les bonnes méthodes d'evidence-based medicine pour ça. Et c'est ça notre problématique, c'est-à-dire comment on prouve de manière robuste, avec des critères qui quand même sont audibles pour l'evidence-based medicine, donc pour la science, que justement faire rentrer la nature dans les protocoles de soins, etc., ça marche, et c'est pas simplement que du subjectif, etc., etc. C'est un enjeu considérable parce que derrière il y a des financements, il y a aussi le caractère robuste, de pas non plus ouvrir la porte à tout le charlatanisme, que sais-je. Donc c'est un enjeu considérable, et c'est vrai qu'il nous faut monter le niveau d'exigence des critères des essais cliniques lorsque on fait ça. Mais c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est pas simple de trouver des méthodologies qui sont à la fois celles de la médecine et celles des sciences humaines et sociales. Nous, à la chaire, c'est vraiment notre boulot de produire des protocoles sérieux là-dessus, acceptables, qui passent par les fourches codines, entre guillemets, de la science, mais qui gardent aussi un peu d'humanité et et qui font pas que de la catégorisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, à la chaire ? Je vous ai mis différents lieux avec, d'ailleurs, la commanderie qui apparaît bien, mais aussi le PSMD. La chaire, donc elle est à Paris. Son première, la structure mère, c'est sur le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, plus spécifiquement à l'hôpital Sainte-Anne, mais après il y a quantité d'antennes en France et à l'étranger.
Et il y a notamment une antenne donc à la commanderie hospitalière avec un jardin directement lié, peut-être qu'Antoine en dira quelque chose demain, mais à l'EPSMD, il y a aussi des projets et des séminaires liés à cela, un jardin thérapeutique, EPSMD dans l'Aisne. On a un gros travail à l'international sur ce qu'on appelle les hotspots de la vulnérabilité. Bon, je vous en dirai peut-être quelque chose. L'état de l'art, nature et soins, Loïs Giraud, que vous pouvez aller trouver. On a beaucoup de choses sur... On a une thèse avec le rôle des expériences de nature transformatrice, d'ailleurs avec Anne-Caroline, avec Kotia, etc. Alors, deuxième point, donc la charte, qu'est-ce que c'est? La charte, c'est un texte en fait qui renvoie à 5 ans de séminaires de recherche qui ont été portés au Conservatoire national des arts et métiers et qui étaient à destination des designers, des architectes, etc., mais pas que. En fait, à tous ceux qui se posaient la question de comment demain habiter le monde en rapport avec les problématiques liées à l'anthropocène, à la transition sociale écologique, enfin bref, tout ce qui aujourd'hui nous concerne. Et au bout de 5 ans, on s'est dit, bon, on va faire 2 choses. On va faire un gros machin, et le gros machin, ça sera pour les presses universitaires de France, et ça va sortir, et en gros, on connaît bien ça, c'est le collectif Maus Costaud avec tous les textes, la théorisation, etc. Il va arriver en janvier, avec une 30aine de publis, bon, etc. Bon, très bien, on fait ça. Mais ça serait bien aussi qu'on fasse un objet un petit peu plus facile à attraper, et ça pourrait être une charte. Ça pourrait être une charte où ben voilà, on sortirait 10 points qui nous semblent les plus déterminants dans tout ce travail des 5 ans, 10 points qu'on ne peut pas négocier. Et quand tout d'un coup on se pose la question d'aller animer ou construire un lieu, on se dit tiens, est-ce que j'ai ces 10 points? Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 10. Et bien évidemment, ça parle à l'universel puisque on a d'ailleurs un projet avec les instituts comme ça français à l'étranger pour que chaque pays se saisisse de la charte en disant bah, tiens, chez nous, en Inde, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire les 4 fonctions du silence ou au Japon ou qu'est-ce que c'est que la générativité du vulnérable, etc., etc. Donc, c'est ça que raconte la charte, ce qui ne peut être volé, donc le commun qui on ne peut pas nous l'enlever, ce commun. Hein. Il fallait un texte simple, une charte, nommez-le inappropriable, bien commun, universel, etc. Besoin essentiel, nommez-le comme vous voulez, mais ne négociez plus pour entériner sa perte ou son vol. Et donc cette charte a vocation à inspirer tous ceux qui ont besoin de réarmer leurs désirs, et puis tout simplement de construire. Alors ça peut être des administrateurs des politiques publiques, et d'ailleurs c'est le cas, ça peut être des directeurs d'hôpitaux, directeurs de prisons, des classes de maternelle, et d'ailleurs aujourd'hui on a un wiki qui est dédié au lab du Verstollen qui a été mis en place par comment dire, une étudiante et justement qui rassemble, qui commence à rassembler comme ça différents projets qui ont envie de faire du Verstollen chez eux et qui disent ben voilà, nous concrètement qu'est-ce qu'on a fait pour faire cette charte. Alors les 10 points c'est ceux-là, je ne vais pas à tous les passer mais je vais en passer quelques-uns. Le premier point, c'est de dire, bah voilà, il faut pouvoir accéder à l'horizon, à une vue, à une perspective. Et donc, nécessairement, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les bâtis, il faut toujours pouvoir, à un moment donné, être en direct avec quelque chose qui s'ouvre. Il faut pouvoir défendre le silence comme ressource individuelle et comme ressource collective. Et Dieu sait si c'est une grosse bagarre aujourd'hui sur ça. Il faut pouvoir partir du point de vue du plus vulnérable et utiliser le vulnérable comme un levier d'innovation. Donc c'est ça, la générativité du vulnérable. Il faut produire un passage à l'échelle que nous, on a appelé climat de soins, un peu différemment parce qu'on ne peut plus produire et déployer en massifiant. C'est
plus possible. Donc on est obligé d'inventer des modes de déploiement un peu différents et qui fonctionnent voilà, en ne standardisant pas de la même façon. Donc beaucoup de décentralisation, des invariants, mais bon, mais aussi à chaque fois des solutions très endogènes. La question du soin aux morts qui nous est apparue très importante, la question des humanités démocratiques, le furtif. Le Verstollen en allemand, c'est précisément furtivement, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc pourquoi avoir choisi de nommer cette charte par le nom de furtivité? Je dirais pour 2 grands enjeux. Le premier, la liberté, de dire on est dans un monde, dans un panoptique, où tout le monde regarde tout le monde et en fait où la liberté quasiment aujourd'hui pure, c'est-à-dire non traçable, est très compliquée, voire quasi impossible. Donc en fait, on a un vrai souci de liberticide, de surveillance. Donc il faut absolument retrouver des techniques de furtivité où on échappe à ce contrôle-là. Donc ça, c'est la première dimension de furtivité. Et puis la deuxième dimension de furtivité, c'était celle de sobriété, c'est-à-dire comment on fait pour habiter le monde et peser de manière furtive, c'est-à-dire pas trop lourd sur les écosystèmes naturels. Et donc ça nous permettait comme ça et en même temps, le furtif, on s'échappe et on peut justement produire un autre rapport à la propriété qui n'est pas nécessairement que de la possession, que de la captation. Également les notions de compagnonnage qui sont très importantes, comment on s'inspire de ces grandes écoles de compagnonnage tout simplement pour former les nouvelles gouvernances. Beaucoup de textes ont encadré de façon plus ou moins normative ou contraignante et avec des influences très variables nos urbanismes, nos manières de vivre, de conserver et restaurer le patrimoine. J'en ai listé quelques-unes qui vont de l'infinitésimal aux grandes échelles. Ça commence 1849 avec les 7 lampes de Ruskin de l'architecture, bien sûr Art and Craft, William Morris, le Bauhaus. Nous, Verstollen, c'était aussi un petit coucou, hein, puisque en gros aujourd'hui, vous avez la Commission européenne qui vient de lancer un grand programme qui s'appelle le New Bauhaus. Hein, voilà, donc ça date le New Bauhaus, ça date de 1, 2 ans, 3 ans. Et puis bien sûr, vous avez le Bauhaus, donc nous, hop, Verstollen, on s'est de manière furtive mis entre ce Bauhaus ancien et nouveau. Et puis je vous ai listé d'autres grandes chartes. Je vous invite vraiment à les lire. Je dirais que nous, aujourd'hui, dans les villes, on est surtout des enfants de la charte d'Alborg, qui est dédiée aux espaces résilients, puisque la notion de résilience urbaine, etc., c'est né avec Alborg, vraiment. Là, c'est un des points justement importants pour comprendre qu'est-ce que c'est le passage à l'échelle avec lequel on travaille. Donc ça renvoie au climat de soins. C'est notamment avec les travaux de Patrick Bouchain, que vous connaissez bien ici. Patrick Bouchain a œuvré avec d'autres à mettre en place une loi, et notamment l'article 88 de cette loi relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, très importante, et qui permet tout simplement, vous le voyez, permis de faire, et qui a permis notamment à mettre en place, pour ceux qui connaissent cette structure, mais il y en a d'autres, l'hôtel Pasteur à Rennes. Alors donc c'est toute une manière, si vous voulez, de prendre possession d'un lieu. Alors c'est pas un squat, parce que c'est fait en toute publicité, hein, et puis par ailleurs ce n'est pas un lieu qui est confisqué, donc mais ça flirtouille un peu avec ça. C'est généralement des lieux qui souvent vont être, c'était le cas pour l'hôtel Pasteur, mais pour d'autres lieux qui vont, la municipalité n'a pas assez d'argent pour s'en occuper, et donc à ce moment-là elle va le vendre, donc c'est un commun qui va disparaître
justement de l'espace public pour devenir un hôtel, que sais-je, enfin voilà, parce qu'il n'y a que les promoteurs privés qui ont l'argent pour réhabiliter cela. Et tout l'enjeu du permis de faire, c'est de dire, bah non, à moindre coût, avec des techniques de dénormalisation, mais acceptées par l'État, etc., on va prouver qu'on peut réhabiliter ce lieu, aller x5, x6, parfois même x10 en termes financiers, mais montrer que c'est viable et on va le restituer d'une certaine manière au commun. Et l'hôtel Pasteur, aujourd'hui, c'est un lieu qui est où il y a une école maternelle, il y a, des labos CNRS, il y a bien sûr souvent une petite cafette ou je ne sais quoi. Et donc, en gros, c'est ce qui préexistait au tiers-lieu. Hein, mais voilà, donc le permis de faire, c'est vrai que nous, on milite beaucoup pour que la société civile se saisisse de ces permis de faire et soit au courant que ça existe et qu'on n'attend que quoi. Parce que c'est une nouvelle manière d'habiter le monde de manière, entre guillemets, juridiquement viable et puis de se lier avec ces autres types de lieux. Et puis, par ailleurs, Bouchain, c'est aussi ce qu'on appelle la preuve par 7. Et ça renvoie à notre passage à l'échelle. La preuve par 7, c'est tout simplement de démontrer qu'un système est viable s'il manie 7 échelles. Et c'est des échelles qui, logiquement, ne travaillent pas ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on va travailler, par exemple, à une échelle qui est un village entier. Et puis, on va travailler avec une classe de maternelle. Ça va être 2 échelles. 3 échelles, on va mettre un grand groupe. 4e échelle, on va travailler au niveau d'une région. 5e échelle, on va travailler au niveau d'un organisme culturel, que sais-je. Et on manie ces échelles, on les fait travailler ensemble et on montre comment on fait un effet de seuil à partir de ces... voilà. Donc c'est des protocoles un peu plus compliqués, un peu plus complexes, mais nous, on est, si ça vous intéresse, on est dorénavant spécialistes à la chaire, puisque le programme La preuve par 7 de Bouchain a rejoint la chaire. Voilà, donc vous voyez ce que c'est, la preuve par 7 se définit aussi comme un climat de soins dans la mesure où elle accompagne des porteurs de projets urbains, d'équipements, d'habitat sur 7 échelles territoriales, le village, le bourg, la ville, la commune de banlieue, la métropole, le bâtiment public désaffecté, hôtel Pasteur, et le territoire outre-mer. Alors, dernier point, nous avions envie de faire un jardin qui vienne raconter ces 10 points. Je vous donne juste un exemple, mais parce que ça a l'air un peu comme ça, métaphorique, elliptique, tout ce que vous voulez. Mais c'est des choses très concrètes. Vous prenez par exemple le premier point, la perspective, préserver une vue, etc. C'est des programmes par exemple qu'on peut être amené à lancer avec Antoine, avec justement pas des classes de maternelle, ils sont trop petits, mais avec des classes de CM2. Demander à une classe de CM2 en projet collectif de faire du Verstollen, et à ce moment-là, ils vont décider avec, bien sûr, souvent des objets, des téléphones qu'on leur prête ou que sais-je, aller chercher quelle vue vous voulez préserver dans l'environnement qui est le vôtre. Et donc, ils partent comme ça dans leur environnement. Ils photographient les vues qu'ils pensent absolument importantes et ils reviennent avec cette collecte-là. Et déjà, ça fait un premier travail de dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as voulu dire ici ? Pourquoi ça, c'est important ? Pourquoi toi, tu as mis une friche ? Pourquoi toi, au contraire, tu as fait ceci, cela ? Donc, il y a tout un travail de compréhension du milieu dans lequel on est, avec nature, sans nature, etc. Et puis ensuite, l'enjeu, dans un deuxième sens, c'est de dire, bon, une fois qu'on a sélectionné ces vues, qu'est-ce qu'on vient créer, réhabiliter pour préserver cette vue ? Mais ça peut être des choses comme un règlement intérieur. Donc c'est pas forcément, ça peut être de l'immatériel, ça peut être une loi, un décret, que sais-je, mais ça peut être aussi une petite cabane parce que tout d'un coup, voilà, ça peut être de rajouter ou de nettoyer quelque chose dans une grange parce que c'est pourri et puis finalement on s'est dit quand même là-haut qu'est-ce qu'on voit bien et donc on réhabilite. Voilà, c'est des choses très concrètes qui permettent de se réapproprier son milieu et de le faire vivre et ça marche très très bien, ce type de petit exercice-là. Et nous, de fait, on a essayé de faire un jardin. Alors la première esquisse, entre guillemets, qui était déjà, c'est pas la vraie première esquisse parce qu'elle était moins, mais elle était quasiment celle-ci qu'on a faite avec Antoine. C'était de dire, on va faire les 10 points et on va essayer de voir comment le jardin va raconter
D'abord cette furtivité, on a des anneaux de Moebius comme ça qui sont à l'intérieur, vous allez le voir un peu plus loin. On a un endroit où justement on va créer un endroit où on peut tout de suite avoir une vue particulière, préservée, qui nous emmène ailleurs. On a un endroit qui est plutôt symptomatique des enquêtes, donc un petit côté bibliothèque, etc. On a un endroit liés aux soins aux morts, et donc ceux qui viendront dans notre jardin pourront faire un certain type de rituel qui est voilà, pas toujours proposé dans un jardin. On a toutes les questions, bien sûr, de forêts comestibles, etc. Je dis pas ça pour que tout le monde mange notre jardin, mais bon, en l'occurrence, si ça devait, ça peut être possible. Et donc, ça a donné lieu ensuite, vous voyez, à une deuxième esquisse. Et aujourd'hui, à une esquisse qui est beaucoup plus voilà, sérieuse et que vous viendrez découvrir le 5 mai. Avec effectivement voilà, des endroits, le type de choix des différents sujets, que ce soit les arbres, les plantes, etc. Le chromatique, comme on a vu tout à l'heure. Vous découvrirez une cape de furtivité, un objet un peu particulier pour à la fois cacher et découvrir. Vous voyez qu'il y aura des différents types de structures comme ça où on se cache à la fois pour entendre le son. Voilà, du soin aux morts que vous viendrez également découvrir, des travaux comme ça où on peut s'asseoir avec, ça c'est très connu, les chaises d'Enzo Mari qui en 3 claques, même moi je suis capable de les faire, donc c'est pour dire. Et puis voilà, des éléments comme ça où on va beaucoup jouer sur la furtivité avec la lumière, etc. Je reviens juste aux 4 fonctions du silence parce que je suis passée rapidement dessus, mais ça me paraît important juste de les dire. 4 fonctions du silence. Une première fonction qui est tout simplement la fonction cognitive, c'est-à-dire en gros, malgré tout, on pense plus facilement, plus aisément, on produit un régime attentionnel, plus qualitatif quand il y a quand même un peu de silence. En tout cas, quand tout d'un coup, on n'a pas un fardeau sonore qui vient nous éclater les oreilles. Et donc, déjà, fonction cognitive du silence. La fonction spirituelle, malgré tout, parce que mettre un lien avec la verticalité et pas simplement la spatialité, l'invisible, le sacré, vous l'appelez comme vous voulez, bah souvent, cette solennité, ça demande de faire silence et de pouvoir accéder à, comme ça, à d'autres types de dimensions. Donc il y a une fonction spirituelle, il y a une fonction thérapeutique, clinique, et là aussi je peux vous faire un état de l'art et une revue de littérature énorme sur les dommages physiologiques et psychiques du bruit. Et donc, là aussi, c'est vraiment un enjeu de santé publique demain. Et puis, dernière fonction, la fonction politique, la fonction démocratique, parce qu'encore une fois, quand on veut ne serait-ce qu'un débat, une délibération de qualité, là aussi, l'autre grand partenaire de la parole, c'est le silence. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir s'écouter, il faut pouvoir tout simplement accueillir une parole, mais ça demande qu'un certain type de brouhaha cesse. Et Dieu sait si le Parlement en ce moment nous donne, voilà, gagnerait. On gagnerait à faire un POC, un Proof of Concept de silence au Parlement. Je pense qu'on va lancer l'idée à l'Assemblée et au Sénat pour dire tiens, voilà, il y a un autre protocole de la parole qui est possible. Ça ne veut pas dire que voilà, plein de fois, qu'il y ait des joutes et tout ça, ça fait aussi partie du grand théâtre qu'est le Parlement, mais ça ne peut pas être, bien évidemment, que cela. Voilà un petit peu la présentation, et donc il nous reste le temps pour échanger sur ce que vous voulez, que ce soit des questions ou tout simplement des remarques. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez reprendre, excusez-moi, mais c'est un peu rapide pour moi,
Les 4 derniers points de votre charte, à savoir ce qui concerne la vita furtiva. La vita furtiva, c'est très simple. C'est très simple parce que tout simplement, c'est presque le principe dynamique global du Verstollen. Hein. Donc c'est comment la vie doit entre guillemets est de toute façon furtive. La vie est furtive dans tous les sens du terme, donc on peut le jouer à la fois métaphoriquement. Et puis ensuite, comment ça vient nous aider. Ça renvoie à un auteur qui s'appelle Alain Damasio. Ça renvoie à 2 auteurs, en l'occurrence, Damasio, et dans une version ironique qui d'ailleurs les interpelle beaucoup parce que les 2 sont vivants. Et donc ils sont en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Puisqu'on a appelé ça le double Damasio. Alors les 2, Alain et Antonio, se sont dit mais d'où ? Alors donc il faut absolument qu'on fasse. Cédric, je me retourne vers Philosophie Mag parce que c'est vraiment à vous. Bah oui, c'est un trilogue là, parce que faut absolument convoquer Antonio, Alain et nous 2 pour dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin du double Damasio ? Bon, le double Damasio, ça venait tordre le cou à une autre notion, qui est une notion absolument terrible, très novlangue, qui s'appelle le double diamant en design, et qui est une espèce de protocole un peu à la noix. Et donc, résultat, on voulait, mais qui a eu ses heures de gloire, pour dire un certain type d'interactionnisme, de management, de machin, de trucs. Donc on coupait le double diamant, on lui mettait le double Damasio, puis là c'était tellement le souk que de toute façon tout est possible. Donc double Damasio, d'abord Damasio Alain, les furtifs, grands livres, etc. Sur comment en fait on travaille sous les radars, parce que si on ne travaille pas sous les radars, on se fait tuer par la patrouille très 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 rapidement. Pour la faire courte. Et malgré tout, nous, on a un enjeu d'institutionnalisation, donc c'est toujours notre travail d'institutionnaliser, mais comme on fait des choses assez innovantes, on est quand même toujours obligé de procéder dans les interstices dans soit les interstices du règlement, soit dans les interstices des lieux, des antennes, etc. Donc sous les radars, comme nous l'avons dans les angles morts, c'est la formule de Damasio. Et donc voilà. Et puis bien sûr, lui, les furtifs aussi comme gros travail sur la lutte contre la surveillance. Et là, par exemple, on a un camarade polonais qui, justement, s'est posé cette question de produire comme ça, de manière un peu facile, vous le connaissez peut-être, des peintures, des maquillages que vous mettez sur votre visage et qui permettent, par exemple, d'être bien sûr reconnaissable par un humain, mais de ne pas être reconnaissable par une caméra de reconnaissance faciale. Voilà un exemple, si vous voulez, de technique de furtivité. Hein, c'est-à-dire comment on reste dans les fourches codines de l'état de droit, mais comment on ne se fait pas avoir par le monde technique qui derrière, voilà, bien évidemment, craquer demain des visages avec, aujourd'hui c'est pas possible, c'est clair que très rapidement demain c'est possible, mais c'est pas grave. L'enjeu c'est de se redéplacer et de reproduire quelque chose qui vient faire bugger la machine, mais qui vient pas faire bugger le policier, puisque lui il est capable de dire ah bah oui je sais qui vous êtes. Bon, mais ça, il faut demain se bagarrer pour que ce soit acceptable. Parce que bien évidemment, la loi bientôt viendra nous expliquer que si on n'est pas reconnaissable immédiatement par la reconnaissance faciale, on est hors la loi. Ce qui est une hérésie. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment du détournement de l'état de droit. Je vous rappelle que la liberté, c'est pas je suis libre d'être tracé. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est aussi la discrétion, en tout cas, de cette liberté. On n'a pas le droit d'aller partout, mais là où on a le droit d'aller, on a le droit d'y aller en toute discrétion. C'est fini, ça. Donc, ça, c'est des enjeux, pour nous, Verstollen, politiques, qui sont essentiels. Et donc, c'est une chose, d'abord, de se bagarrer pour remettre de la loi qui permet ça, mais c'est aussi, il faut y aller sur des protocoles, de la technique, pour faire autrement. Pour brouiller, pour produire demain des outils qui brouillent, etc. etc. Ça existe, hein, mais bien évidemment, c'est absolument refusé par
par toutes les techniques de plus en plus autoritaires, les systèmes policiers qui sont les nôtres. Donc c'est des vrais enjeux. Donc la vie furtive, c'est ça. Hein, c'est comment on n'est pas simplement dans un rapport esthétique, mais comment tous les jours on remet de la liberté dans notre système. Tous les jours, on se dit, on essaye des petites pointes de liberté plutôt que l'inverse. Et c'est vrai qu'on est plutôt aujourd'hui dans de l'hyper-process. Voilà. Donc comment on inverse ce réflexe-là? Enquêter. Les humanités démocratiques, c'est très latourien, mais c'est pas que Latour, hein, mais c'est tout simplement, Bouchain est un grand spécialiste de ça, c'est-à-dire de dire tout simplement que avant d'habiter un lieu où il y a d'abord les sciences humaines et sociales qui arrivent, qui produisent une anthropologie, qui essayent de comprendre le territoire, qui essayent d'entendre les récits, etc., qui pratiquent ce qu'on appelle l'éthique narrative. Là aussi, hein, c'est très intéressant, par exemple, quand vous regardez les travaux autour des populations autochtones de la rivière Wangani en Nouvelle-Zélande, qui a été l'une des premières rivières à avoir une personnalité juridique, donc c'est important. Personnalité morale, personnalité juridique. Vous avez conjointement un index qui reprend une trentaine d'items, d'indicateurs culturels de la bonne santé de la rivière. Et donc c'est très intéressant de voir que, bien sûr, demain vous pouvez calculer le taux de nitrate, d'azote, machin, très, très important, mais dans cet index, vous avez la couleur, vous avez l'odeur, vous avez quantité de choses pour dire si la rivière est en bonne santé. Et donc de reconnaître la validité, par exemple, de ces index qui ne sont pas dans les fourches codines classiques de l'evidence-based, etc., mais qui fonctionnent avec un savoir-faire ancestral, etc., des savoirs traditionnels, mais qui sont revendiqués. Et dans la constitutionnalisation et la personnalité juridique, il y a la protection de cet index. C'est important parce que ça veut dire derrière qu'on continue à l'université à l'enseigner, qu'on fait des diplômes. C'est toute une chaîne, vous voyez. Donc ça, par exemple, c'est la question des enquêtes, c'est-à-dire de dire comment on intègre tous les savoirs expérientiels aussi, hein, ils ont une légitimité très importante. Voilà. La générativité du vulnérable, on l'a dit, c'est-à-dire comment on produit de la conception, nous, toujours à partir du vulnérable. Au GHU, par exemple, donc, on a un gros travail sur les protocoles alternatifs à la contention mécanique. Contention mécanique, c'est quand on attache les patients, ou même la contention chimique, hein, quand on balance une grosse charge. De fait, hein, on est parfois obligé, etc. Mais comment? Le but, c'est de plus en plus de baisser cette charge et d'utiliser le moins possible la contention mécanique. Et à ce moment-là, on va mettre en place des protocoles de contenance volontaire. Et dans ces protocoles de contenance volontaire, on les co-design avec tous les patients. Donc c'est ça la générativité du vulnérable, c'est-à-dire qu'on utilise le point de vue du plus vulnérable comme premier point de la conception. Et on travaille ensuite et on les teste, etc. etc. On a aujourd'hui 7 prototypes de contenance volontaire et puis 2 qui sont testés de manière très rigoureuse, etc. Demain, 3, etc. L'homéostasie, c'est tous les liens avec le microbiote, la nourriture, la manière dont on peut faire vivre un rapport plus sain avec cette possibilité-là. Et puis c'est aussi l'homéostasique avec le fait de dire comment on va chercher des optimums et non pas des maximums. Donc ce qui n'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est toujours sur plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Et nous, on produit plutôt de l'homéostasie, donc c'est-à-dire des équilibres. Hein, voilà. Et donc en gros, comment on essaye de... Donc c'est des régimes de preuves qui sont un peu différents. Puisque nous, notre régime de preuve et d'efficace, ça ne sera pas sur le maximum, ça sera sur l'homéostasique. Juste, ça tient, ça nous va. Et précisément. C'est même ça qu'il nous faut obtenir, cette petite tension-là. Voilà, parce qu'elle est vivante et qu'elle ne va pas se casser.
parce que précisément, elle est capable d'encaisser des chocs, etc. Voilà. Voilà un peu, je crois que j'ai un peu vu tous ceux qui sont... voilà. Et donc ces 10 points, l'enjeu, c'était encore une fois de dire vraiment que chacun s'en saisisse. Et puis de donner à entendre, je dirais, à ceux qui sont les rédacteurs des politiques publiques, peut-être une charte avec une connotation plus sensorielle, qui leur raconte que derrière les lois, qu'est-ce qu'on cherche à préserver? Ça, quand même. Donc, il les ramène quand même à une sortie de l'écriture technocratique, en disant, rappelez-vous que en dernière instance, c'est quand même ça qu'on cherche à préserver. Et ça préserve ce qu'on peut appeler en philosophie la vie bonne. Comment faites-vous connaître votre charte? Comment exposez-vous aux autres? Alors, comment on expose? C'est une excellente question. D'abord, on a fait un petit livre, alors qui n'est pas un livre, qui est un tract. Gallimard avait une collection, une vieille collection des années 30, qui s'était arrêtée, qui avait été portée par Thomas Mann, Gide et d'autres. Et puis, ça s'était arrêté. Et puis, Antoine Gallimard et Régis Debray se sont dit au moment du Covid, et donc quand même d'un certain type de bouleversement à tous les niveaux, il faut ressortir ces tracts-là qui sont des textes courts, plutôt type manifeste, en gros qu'on édite en très peu de temps, etc., sur des formats courts et à des prix modiques. Donc, moi, on m'avait demandé de produire Le soin est un humanisme, donc c'est ce qui était la leçon inaugurale de la chaire. Et puis, avec Antoine, on s'est dit, tiens, en fait, voilà, on va faire le gros, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire... Soigner le monde, qui va sortir aux presses universitaires de France, qui reprend du Verstollen, mais ça va faire, j'en sais pas, 500 pages, boum, voilà. Et ça, on le fait, puisque c'est de toute façon notre obligation, entre guillemets, académique, mais il nous faut un texte beaucoup plus comme ça, qu'on se file comme ça sous le manteau. Et donc, on a fait, j'en ai pas un, mais on a fait ce tract. Et comme ça, d'abord, qui se distribue, qui s'achète, bien sûr, mais qui se donne très souvent. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a un séminaire de recherche, on a des thèses liées au Verstollen, donc des étudiants. On a un DIU, un diplôme interuniversitaire, qui enseigne ces techniques, comment faire du Verstollen, et qui donc chaque année a une promotion, etc. L'inscription pour l'année prochaine, si vous voulez, ça commence, c'est bientôt. Donc il y a ça, il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, le wiki, c'est-à-dire il y a la possibilité de signer aussi la charte, donc de créer un réseau entre tous ceux qui ont envie de devenir fellows, compagnons du Verstollen, et qui donc viennent dire oh ça m'intéresse, et donc à ce moment-là on les met en réseau dans cet écosystème. Donc c'est une autre manière aussi de faire. Voilà un petit peu les différents temps. Et on a demain un documentaire qui va se faire sur les travaux de la chaire, et qui donc aussi viendra raconter un peu tout ce qu'on fait là. Voilà, différentes choses. On a déjà des communautés importantes qui se saisissent de ça. Est-ce que vous pourriez revenir sur le soin aux morts? Vous posez vous-même la question, le soin aux morts pour les vivants ou plutôt pour les morts. Comment ça s'insère dans cette Verstollen? C'est une question éternelle, mais dont l'acuité est revenue de manière assez forte aussi, je pense, avec la question du Covid et les deuils empêchés. Donc moi, vous avez signifié que je suis psychanalyste, donc j'ai une patientèle et puis une grosse clinique. Et j'ai notamment dans ma clinique, dès le départ de toute façon, la question du deuil qui est très présente, mais plutôt sur le deuil des enfants. Donc j'ai une grosse part de mes patients qui ont dû affronter ce point-là, assez complexe, terrible même, de la perte d'un enfant. Et puis par ailleurs, pour ceux qui ont vécu des deuils empêchés, j'en ai accompagné plusieurs. Et ça fait de sérieux dégâts. Et donc l'enjeu, ça a été tout simplement de dire, il y a une légitimité anthropologique essentielle, civilisationnelle, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cité s'il n'y a pas de
la possibilité de produire un rituel envers ces morts. Ça détruit et ça destitue la cité à l'instant T. Or, sincèrement, ça a été très très compliqué hein, pour certains, avec impossibilité de toucher les corps, d'être, en tout cas dans toute une première partie, même encore aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. Et donc là, l'enjeu, c'était de dire, bon, d'abord, remettons au cœur rappelons cette évidence de l'anthropologie et de la légitimité anthropologique du rapport à la mort, de refaire aussi, de préserver ces grands parcours des endeuillés, de voir comment on peut créer des espaces, des lieux qui ne soient pas que glauques. Voilà, et donc ça aussi, c'est une vraie question. Mais c'est pas simple hein, parce qu'on n'aime pas nécessairement le lien aux morts peut être terriblement anxiogène pour certains, pour d'autres au contraire je pense que c'est très 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 important. Donc voilà, donc on a produit des travaux avec avec un chercheur associé à la chaire qui s'appelle Éric de Thoisy, qui est architecte. On a également produit une exposition qui s'appelait Soutenir et qui était à l'Arsenal et qui justement rappelait à quel point architecture, soins, c'est dédié aussi au bâti et à la question du deuil, des morts, comment on construit des formes pour accueillir, se recueillir, accompagner, etc. Et donc là, on aura un petit objet tout simple qui sera là, qu'on a créé avec Antoine et qui était en résonance aussi avec un travail d'une philosophe qui s'appelle Hélène Frappa, et donc qui travaillait sur les villes hautes, les villes basses, etc. Et donc on a produit un objet qui permet tout simplement à l'intérieur du jardin, mais cet objet pourrait être ailleurs, de venir tout simplement poser quelque chose, en l'occurrence un message, une pensée, que sais-je, marquer quelque chose, voilà, donc des choses très très simples, mais qui permettent de ritualiser. C'est ni une morgue, ni même un cimetière, c'est un espace, voilà, de venir souligner tout simplement un lien qu'on a avec un sacré, voilà. Donc on tenait à cela. Et donc on a produit cet objet, et on a produit également, elle va arriver si ça vous intéresse, un travail autour de ça, de la place de la mort et du deuil dans nos sociétés. C'est une petite note là exploratoire, une centaine de pages qui va sortir sur les publications de la chaire, et notamment aussi de voir comment la question de la mort et du deuil est accueillie aussi dans les entreprises et dans les organisations. Et donc voilà. Donc nous, quand on se saisit d'un enjeu, généralement il y a tout simplement des doctorants, des chercheurs associés, il peut y avoir des expositions, il peut y avoir des objets. Voilà, c'est tout un ensemble je dirais à la fois de savoir et de dispositifs qui se mettent en branle. Le concept de furtivité, comment est-il compatible avec le concept de transparence dans la démocratie ? Oh ben non, oui, c'est une grosse question, mais il est totalement compatible pour une raison simple, si vous voulez. C'est que, d'abord, la question de la transparence, c'est... Donc déjà, il faut s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par transparence. Donc on va dire que ce que vous entendez par transparence, c'est un protocole qui vient garantir à certains moments donnés la probité publique. C'est ça que vous voulez. Parce que moi, je peux vous faire de la transparence où rien ne transparaît. Hein. Donc, si vous voulez, et il n'y a pas de problème pour ça. Et c'est une grande spécialité, donc c'est pas... Voilà. Donc ça, et puis par ailleurs, des transparences qui sont absolument désastreuses pour la préservation des organisations comme de la santé psychique des individus. Donc, je ne suis pas du tout pour la transparence, quelle qu'elle soit. Mais en revanche, mettre en place des protocoles qui viennent garantir à un moment donné un certain type de déontologie publique ou de probité publique, oui, tout à fait. Donc ça, voilà. Et pour ma part,
comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la question de la furtivité. Alors, bien évidemment, il faut lui donner voilà, tout l'enjeu, c'est pas que ce soit une furtivité qui n'est que au service, ça n'ira pas de la malhonnêteté, etc. Donc, c'est pas la furtivité pour la furtivité. C'est un certain type de furtivité qui répond aux différents axes du Verstollen, et en l'occurrence, qui doit être une furtivité capacitaire pour l'ensemble d'un milieu. C'est rarement le cas quand c'est une narco-furtivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de fait, ça marche pas. Mais en revanche, demain, ces grands enjeux de préserver et de lutter contre les techniques liberticides, c'est un point essentiel. Donc voilà. Donc, si vous voulez, on entend toujours un terme, mais c'est comme tout. Il est conditionnalisé par un certain type de règles et de points et de valeurs. Merci.